Voilà, on va aborder un sujet extrêmement important, évidemment, au vu de l'actualité, sur les relations entre les compagnies aériennes et les agences, mais plus que ça, au fond, c'est d'essayer de savoir si les compagnies aériennes, messieurs, c'est comme vous voulez, quand vous voulez. Monsieur Brieux, nous avons commencé. Voilà, au fond, je disais, le sujet est de savoir si les compagnies aériennes peuvent être véritablement des maillons forts de la chaîne du maïs et peuvent contribuer au développement du maïs à venir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être l'image de compagnies aériennes qui privilégient l'individuel et qui donnent assez peu d'importance au groupe. Et là, vous allez nous répondre tout de suite. Mais pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'inviter donc Philippe Brieux, à ma gauche, qui est le directeur général France d'Air Mauritius. Il est accompagné par Tatiana de Boussingen, Air France, responsable notamment des ventes groupes au sein d'Air France. À sa gauche, Michel Bensadoun, qui est administrateur de l'ANAE et directeur associé de la fonderie. À sa gauche, nous le connaissons déjà puisqu'il était parmi nous à la précédente conférence. Monsieur Philippe Fournier, président, je rappelle, de MCI France. Et puis enfin, à sa gauche, nouvel administrateur aussi de l'ANAE, Philippe Blond, qui est chez Carlson Wagon Lee Travel, CWT, au département Meeting and Events. Alors voilà, on a quand même des représentants de cette profession qui sont parmi nous. Il y a évidemment, je disais, un sujet fort qui est de savoir si les compagnies aériennes peuvent participer au développement du maïs. Il y a aussi évidemment des sujets d'actualité qu'on va traiter dans cette conférence, puisque entre ce qui s'est passé hier avec l'interdiction, en tout cas le déconseil du Quai d'Orsay sur 41 destinations, ça change évidemment la donne pour les agences d'événements, et ça peut changer aussi la donne pour certaines compagnies aériennes. Et puis on parlera évidemment de l'actualité aussi d'Air France, de cette grève pour laquelle, Tatiana, je le répète, vous n'y êtes pour rien, et je le précise au public, évidemment. Mais en tout cas, ça a évidemment compliqué la tâche des agences. Alors, on va commencer malgré tout avec nos amis représentants l'agence d'événements. Avant d'entrer dans cette partie d'actualité, Michel, j'aimerais tout de suite vous demander, parce que vous avez tous les trois quand même une expérience assez longue du secteur de l'événement et du voyage, est-ce que vous avez vu ces dernières années évoluer différemment la relation entre les transporteurs et vous-même? Est-ce qu'il y a des évolutions notables à noter dans cette relation? Je pense que oui, parce que, alors, on va dire dans le bon et dans le moins bon. Oui. On va commencer par le positif, voilà. Et puis après le moins bon. Alors, on va dire dans le bon, c'est que je pense qu'il y a des outils aujourd'hui qu'on a à notre disposition qu'on n'avait pas il y a quelques années de la part des compagnies aériennes qui sont structurées, je dirais, pour répondre aux demandes. Bon, il y a eu évidemment toute l'arrivée du digital, donc c'est vrai que sur un certain nombre de points, on peut dire qu'il y a eu une amélioration voilà, des relations sur ces grâce aspects, aux outils voilà. Technologiques, oui. Après, on va dire que là où ça c'est le moins bon, c'est que je pense qu'il y a une perte de flexibilité. On a l'impression d'être avec des gens qui ont une capacité de négociation quasiment nulle. Oui. Et donc, du coup, voilà, ça tend un peu les relations, puisqu'on a... on n'a pas toujours le sentiment que ce qu'on va demander va être soit ça l'est pas possible, mais si c'est pas possible, la marge de manœuvre souvent n'est pas bien grande et
bon, voilà, on est ravis de pouvoir avoir ce genre de table ronde parce que je pense qu'il faut qu'on se parle davantage et qu'on se connaisse davantage pour justement essayer d'améliorer les choses et de voir comment on peut mieux fonctionner. Oui, Aujourd'hui, oui. il y a quand même un certain nombre de points d'amélioration, on va dire. D'accord. Alors Philippe Fournier, est-ce que vous faites le même constat que Michel? Alors certes, il y a eu des améliorations en termes d'outils technologiques, mais malgré tout, une des évolutions négatives, c'est quand même ce manque de flexibilité, en tout cas selon Michel, de dire, voilà, j'imagine que Michel faisait allusion au prix, hein, notamment, mais pas seulement. Voilà, Oui, sur la taille des groupes, Il n'y a sur pas le que le prix, il y a la disponibilité Oui. qui est importante, Oui, avant le prix oui. en fait. Et ça, C'est- est-ce que ça évolue C'est souvent par là que négativement? ça peut achoper. Négativement, c'est difficile. C'est toujours difficile de standardiser, de globaliser. Non, il y a des compagnies avec qui ça évolue très très bien. Oui. Et pour revenir là-dessus, je crois que l'évolution effectivement des compagnies aériennes qui ont lancé des destinations ces dernières années a été phénoménale. Enfin, toutes les destinations des pays du Golfe, s'il n'y avait pas eu des compagnies aériennes locales du pays du Golfe, elles n'en seraient pas là aujourd'hui. Donc il y a eu une vraie politique de développement de ces destinations par le développement des compagnies aériennes. Et on voit très bien sur l'évolution des destinations ces dernières années, si vous analysez ça sur les chiffres, c'est toutes les destinations qui ont extrêmement augmenté ces dernières années, sont les destinations qui ont eu des compagnies aériennes extrêmement performantes, qui étaient investies dans la stratégie de la destination pour le développement de celle-ci. Avec le petit bémol, face à notre vieille Europe, c'est que nous étions sur des destinations nouvelles, sur des économies montantes. Donc forcément, l'approche n'est pas la même pour les compagnies aériennes des pays européens. Mais donc oui, il y a eu une grosse évolution avec ça. Je trouve de mon côté que les compagnies aériennes européennes n'étaient pas dans ce même schéma que d'autres compagnies au niveau international. Mais j'imagine que notre ami de chez Air France pourra répondre à cette question. Philippe Blanc, même Oui, question. tout à fait, je suis Oui, ça marche, C'est bon, ne c'est vous bon. inquiétez pas. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec Philippe. On ne peut pas globaliser la question au sens large du terme avec les compagnies aériennes. Il y a des anciennes, il y a des nouvelles, il y a des grosses, il y a des petites, il y a des historiques, d'autres qui le sont moins. Elles ne sont pas toutes au même niveau d'évolution. Certaines, de par leur histoire, je pense notamment à Air France, ont des efforts d'adaptation beaucoup plus importants à faire par exemple, que des compagnies du Golfe, qui sont beaucoup plus récentes. Et d'où effort d'adaptation dit effectivement tension à un moment donné, puisqu'ils vont être obligés de mettre en place tout un tas d'outils qui font on va peut-être à un moment donné, pour eux, en tout cas pour ce type de compagnie aérienne, passer de l'autre côté du cheval, c'est-à-dire aller vers des relations beaucoup plus tendues, beaucoup moins conviviales, budgétairement. Mais c'est pas qu'une histoire de budget. Hein. C'est pas qu'une histoire de prix. Non, pas alors du tout, c'est pas quoi du les tout. autres Alors Philippe, c'est quoi les En autres MICE, freins le prix n'est pas... évidemment, c'est toujours un point important, mais c'est pas le point majeur compte tenu du partenaire stratégique qu'est la compagnie aérienne. Juste pour revenir sur votre question, évidemment que la compagnie aérienne est un partenaire stratégique. S'il n'y a pas de compagnie aérienne, il n'y a pas de MICE. Après, la vraie question, c'est est-ce que les compagnies aériennes, et notamment on a face à nous aujourd'hui Air France et Air Mauritius, donc on va leur poser la question, mais est-ce qu'ils ont vraiment envie aujourd'hui en 2014 d'accompagner le marché du MICE? Ça, c'est une autre question. À eux de répondre. On va Je leur pense que poser la question. avec mes collègues, on fait à peu près le même constat. Là, à ce jour, en septembre 2014, on ne sent pas encore un grand désir. Donc, c'est ça Donc, mais peut-être est-ce un manque d'analyse de notre part, sûrement. Alors Philippe, vous sentez un manque d'envie ou de désir de la part des compagnies aériennes? Non, mais c'est peut-être dû aussi à tous les efforts qu'ils font pour s'adapter au marché. Ils ne peuvent pas peut-être tout faire en même temps. Donc, voilà, alors Philippe, pour que notre public comprenne, quels sont les points de blocage? Puisque vous nous dites, ça n'est pas le prix, ça n'est pas forcément le prix. On n'attend pas forcément du prix de la part des compagnies aériennes. Alors quels sont les points de blocage aujourd'hui entre les compagnies aériennes et vous?
Je vais commencer, puis ils vont compléter. Non, les problèmes qu'on a, c'est un problème de disponibilité, c'est un problème de quotas dans les dans les avions, c'est-à-dire combien de places on peut avoir, c'est des problématiques également de pouvoir, au niveau des agences événementielles, on est mis en compétition en général par un annonceur qui souhaite, par exemple, faire un voyage, par exemple, du lundi au, je vais dire n'importe quoi, mais du lundi au jeudi. Oui. Voilà. Donc la première agence fait sa demande, Air France ou Air Mauritius, enfin en tout cas Air France, pour citer une compagnie avec laquelle on travaille évidemment beaucoup, va très vite comprendre que c'est tel annonceur qui a demandé tel groupe. Oui. Et si par exemple une agence décide, parce qu'elle va faire un programme différent, de faire un groupe qui part le dimanche et qui va revenir le mercredi, par exemple, eh bien, ça ne sera pas possible, par exemple. Donc ça, voilà ce que j'appelle la flexibilité. Parce que le groupe, il est prévu, il a été demandé comme ça, et c'est assez compliqué de faire changer. Donc voilà le type de problématique qu'on a. Peut-être Dispo, quota, flexibilité, ça c'est le trio majeur. Alors, ça a été dit, flexibilité, c'est important. Flexibilité, c'est important. Alors, on a nos deux représentants de compagnie qui sont là. Alors, vous avez entendu nos agences événementielles qui dressent une liste de griefs, entre guillemets, de cette relation, en tout cas, qu'ils ont avec vous. Avant de revenir sur les trois griefs, on va répondre à la question de Philippe Blanc, qui est importante, finalement, qui est de savoir, est-ce que ce marché du maïs vous intéresse? Et ce marché du maïs, il représente quelle part dans votre activité aujourd'hui? Est-ce que c'est epsilon? Et fondamentalement, est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? Parlez très clairement là-dessus. Tatiana, et après Philippe. Bonjour. Bonjour Tatiana. Tous. Alors, la réponse est oui. Bien sûr que le marché du maïs nous intéresse. Bien sûr, il nous intéresse pour plusieurs raisons. Oui. Il nous intéresse d'abord parce qu'il est extrêmement cohérent avec notre positionnement auprès du marché des entreprises. Nous sommes une compagnie qui travaille de façon très étroite avec le marché corporate, qui a une part de marché assez significative sur ce marché. Et le maïs est un des besoins des entreprises auxquels nous voulons répondre. Ça fait partie de la gamme de produits qu'on doit offrir et ça nous paraît tout à fait cohérent d'être présent sur ce marché. Donc ce marché nous intéresse. Alors ça, c'est un point intéressant, c'est de dire en effet, et on le retrouve dans le secteur, on en a parlé ce matin d'ailleurs avec Michel Bensadoun, cette convergence des achats entre le maïs et le voyage d'affaires fait que, en effet, certains acteurs comme vous adaptent leur structure et leur offre à ce type de demande. Il y a une autre raison, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que le groupe Air France-KLM se développe de plus en plus sur les marchés étrangers. Ça représente maintenant 65% du chiffre d'affaires du groupe. Donc le trafic vers la France comme point de passage ou comme destination est un élément majeur. Et donc tout ce qui contribue à la promotion de la France à travers les salons, les événements qui se déroulent en France, contribue bien sûr aux ventes d'Air France et à la promotion d'Air France. Donc c'est une deuxième raison stratégique pour laquelle ce type de marché nous intéresse bien évidemment. Alors en même temps, Tatiana, moi j'ai envie de vous dire, alors vous aviez peut-être une troisième raison. Oui, non, je voulais vous dire que nous poursuivons, pour répondre par rapport aux démarches des compagnies du Golfe, nous poursuivons une démarche de croissance, notamment sur le long courrier, où nous croissons chaque année, où nous ouvrons de nouvelles destinations. Nous desservons au niveau du groupe 103 pays et 240 destinations. Nous ouvrons chaque année de nouvelles destinations et certaines qui connaissent beaucoup de succès dans l'univers du maïs. Je citerai par exemple Panama, qui a été opéré par KLM et qui a été ouvert par Air France. Cette année. Qui a fait beaucoup, absolument, qui a fait beaucoup d'efforts pour faire découvrir la destination et notamment aux agences incentives. Et elles ont répondu présent puisque ça a très très bien fonctionné. Et donc nous augmentons nos capacités. Nous passons à l'hiver à 4, puis 4 fréquences alors que nous avions démarré avec 3. Donc c'est un exemple, je dirais, de l'investissement aussi qu'Air France fait pour essayer de créer un intérêt, parce que c'est important de renouveler les destinations, vous avez raison,
et donc pour essayer de créer un intérêt vers de nouvelles destinations. Alors, j'ai envie de vous dire aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, le cœur du moteur du transport aérien, c'est le yield management, c'est cette fameuse évolution du prix en fonction de la demande individuelle. Est-ce que ce yield management n'est pas contraire aux intérêts du MICE? Le MICE, face au yield management, que voulez-vous qu'il fasse, quoi? Ce qui est important pour vous, c'est le yield, c'est la recette unitaire. Le MICE vient par là-dessus, ça devient compliqué évidemment d'offrir un produit adapté à leurs demandes, non? Philippe Brieux. Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Alors, demander à une compagnie aérienne si elle a envie de faire du MICE, c'est comme demander à quelqu'un qui est resté coincé 3 jours dans le désert s'il a soif. Oui, Oui, bien sûr, on en veut. Forcément. Bon, Forcément. Philippe, Alors, on va parler pourquoi clair. On va parler clair d'abord. Le MICE, cher Mauritius, ça représente quelle part de votre activité? Alors justement, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, ça pesait encore à peu près 7% de nos recettes annuelles. Donc c'est beaucoup d'argent. Oui. Et c'est une part qui est en train de se réduire à peau de chagrin. Alors pour des raisons qui n'appartiennent pas à la compagnie, et ça je pense que nos camarades pourront peut-être en reparler, moi il y a quelque chose qui me désole totalement pour l'industrie touristique dans sa globalité, c'est d'une part, alors là je vais parler un petit peu de Maurice, c'est que le Conseil de l'Ordre ne veut plus endosser les congrès médicaux à Maurice, et on a perdu complètement ce marché, ou quasiment. Et puis le coup de grâce, s'il y avait besoin, ça a été les lois qui sont passées sous le quinquennat Sarkozy, qui font que les incentives sont taxés, et les opérations d'incentives qui étaient vraiment des modèles au niveau de ce qui se faisait dans l'industrie qu'on a eu à Maurice pendant des années, avec des centaines, voire des milliers de clients qui allaient être récompensés à Maurice, bah ça a disparu parce que c'est en train d'être taxé. Donc moi, le vrai problème que j'ai à l'heure actuelle, c'est ça. Et pourquoi est-ce que c'est un problème? Et je vais répondre, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'incentive et du MICE? C'est parce que surtout sur des routes très saisonnalisées comme Maurice, où on a des périodes de creux absolument énormes, ça dure des mois, et on n'a rien d'autre pour alimenter. Et je parle de la compagnie aérienne, mais je parle aussi de tous nos partenaires hôteliers qui ont des hôtels qui restent parfois désespérément vides pendant de longs moments. Oui, on en a absolument besoin. Et notre vrai problème, c'est que il faut qu'on trouve d'autres sources de clientèle. Alors, pour parler 2 secondes du yield. Oui. Le yield, je ne vois pas comment ça serait un frein, parce que le yield, à partir du moment où c'est bien fait, vous avez une valeur pour votre avion. Si vous êtes surtout sur des périodes de basse saison, la valeur de votre avion, en gros, c'est à peu près 0. Et c'est là où on peut avoir des coûts absolument somptueux à faire. Alors bien entendu, il y a un certain nombre, mais bon, ça, tous les grands professionnels le savent. Il faut s'y prendre très longtemps à l'avance, surtout si c'est des grosses opérations. Dans ces cas-là, on arrive sur des capacités qui sont entièrement ouvertes et on a des prix qui sont absolument défiant toute concurrence. Donc ça, oui, bien sûr, on sait le faire. Le yield nous aide énormément. Et puis, je vais vous dire aussi autre chose, c'est que je pense que si ça ne nous intéressait pas, on ne mettrait pas en place les moyens pour répondre à des demandes qui, très grossièrement, s'expriment de la façon suivante. Quand vous avez 100 groupes qui sont demandés, qui arrivent chez nous, il y en a 10 qui vont se matérialiser par un dossier. Et de ces 10 dossiers, il y en aura un qui va effectivement voyager. Donc je vous laisse simplement imaginer sur une année les dizaines de milliers de demandes que nous traitons, et Dieu merci, on a mis les systèmes en place pour s'organiser, mais si vraiment ça ne nous intéressait pas, on n'aurait pas dépensé beaucoup d'argent, on n'aurait pas mis beaucoup de personnel derrière qui nous coûte un certain prix, justement pour traiter toutes ces demandes. Michel. Oui, je voudrais réagir sur 2 points. D'abord, au niveau du marché du maïs, je pense qu'une des grandes difficultés, c'est qu'on a du mal, je crois, à appréhender ce que représentent réellement les passagers maïs au niveau d'une compagnie. Pour une simple raison, c'est que bien évidemment, quand ce sont des groupes, on arrive facilement à les quantifier. Par contre, pour des congrès, pour des meetings, il y a beaucoup de gens qui voyagent à titre individuel. Donc ça, je pense que c'est quand même, alors je ne vais pas dire que c'est un problème, mais je trouve que c'est un peu ennuyeux qu'on n'ait pas une visibilité plus fine de cette population-là.
Voilà. Ça, c'est le premier point, c'est selon le premier toi. point. Donc, les compagnies ont du mal à identifier cette Oui. population. Oui, et je pense que là, il faut qu'on travaille là-dessus, parce que je pense, à mon avis, ça représente plus que ce qui est estimé aujourd'hui. Oui. Enfin, c'est mon opinion, on en a discuté avec Air France, et je pense que c'est un point d'amélioration important. Oui. Le deuxième point qui est intéressant dans ce que disait Philippe par rapport au fait qu'il y avait moins de voyages de médecins sur Maurice, je pense que ça illustre bien la problématique aujourd'hui des destinations. C'est vrai pour Maurice, mais c'est exactement la même chose pour la France. Oui. C'est l'importance, au fond, que l'ensemble des acteurs s'associent pour le développement du business. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on ne va plus à Maurice, en tout cas pour des congrès médicaux, c'est que la plupart des congrès qui avaient lieu il y a 10-15 ans, qui ont fait le bonheur des hôteliers et d'Air Mauritius, c'était des événements scientifiques qui étaient un peu bricolés. C'est-à-dire que, quand je dis bricolés, c'était un peu à la bonne franquette, on faisait venir un orateur, et puis tous les gens venaient, ils faisaient du golf, bon, ils venaient à quelques cours. Donc aujourd'hui, si Maurice veut faire revenir des médecins, il faut qu'il crée de véritables événements scientifiques, fasse venir des sociétés savantes, et ça, c'est un travail qui est plus compliqué. Oui, mais c'est la forcément. seule façon de faire revenir les gens. Et je crois que cette création d'événements, c'est quelque chose de tout à fait moteur pour une destination. Oui, Voilà. oui. Tatiana, on va revenir sur les freins là, qui On ont va été donnés par nos amis. On parle donc de dispo, problème de taille de groupe, problème de flexibilité. Si on les prend un par un, qu'est-ce que vous répondez à nos trois amis sur ces trois freins? Alors d'abord, c'est vrai que c'est pas facile d'appréhender le marché du maïs parce qu'il a différentes composantes, différents visages. Oui. Et d'ailleurs, nous avons des offres qui répondent à ces différents besoins parce que ça peut être un besoin de voyager en groupe, effectivement. Et nous traitons chez Air France 140 000 demandes de groupe par an. Oui. 630 000 personnes qui se déplacent en groupe chaque année. Donc on ne peut pas dire que nous refusons ce type de trafic, bien au contraire. Il est tout à fait significatif. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une demande de déplacement sous forme individuelle, notamment pour venir à des congrès ou pour venir à des salons, à des événements. Et nous avons un produit qui s'appelle Global Meeting, qui est d'ailleurs un produit SkyTeam. On peut combiner les compagnies entre elles et qui est un produit qui permet à un organisateur d'événements de faire bénéficier des voyageurs individuels dans toute une série de pays et qui vont pouvoir profiter de conditions tarifaires particulières, d'une certaine souplesse et pouvoir se rendre à cet événement. Et puis il y a un troisième type d'offres qu'il ne faut pas oublier, qui sont les affrètements, qui peuvent répondre aussi à des événements ponctuels sur des dates qui sont assez précises et sur lesquelles nous n'aurions pas les capacités suffisantes. Que ce soit Air France, Hop ou Transavia, le groupe a vraiment une offre dans ce domaine. Et j'imagine que Air Mauritius doit pouvoir le faire également. Donc vous voyez, il y a différents besoins, il y a des produits qui y répondent. Derrière, on a bien sûr un revenu management, parce qu'une compagnie aérienne digne de ce nom ne peut pas fonctionner sans revenu management. Il a pour objectif d'optimiser bien sûr une recette à un instant T, mais si les groupes sont, comme le disait Philippe, un peu flexibles, un peu souples, recherchent généralement le meilleur tarif, eh bien il y a tout à fait moyen quand même de les orienter vers des vols sur lesquels on a ces capacités. Et d'ailleurs, je peux vous dire que c'est la très grande majorité des groupes que traite Air France, ils sont orientés vers des vols sur lesquels il restera au moment du départ des places. Ah ben voyez, donc Tatiana vous renvoie la balle, c'est à vous d'être flexible. C'est à vous d'être flexible, puisqu'il y a des produits qui permettent cette flexibilité, non? Oui, mais je crois que le sujet de la flexibilité des agents, ce n'est pas un sujet. Parce que le sujet, c'est la flexibilité des clients. Oui. Et là, on va se heurter malheureusement à des stratégies qui nous échappent complètement. Donc voilà, les dates nous sont imposées, donc on répercute cette demande aux compagnies aériennes. Voilà. Je crois que on parle beaucoup de flexibilité, on parle beaucoup de yield management, de revenu management. Ce que j'aimerais aussi entendre, c'est parler de relations humaines. C'est-à-dire que
Quand je parlais tout à l'heure de l'autre côté du cheval, pour les compagnies qui ont pas mal évolué ces dernières années, dont Air France, Air Mauritius sont partis, avec la mise en place de tout un tas d'outils technologiques, et là je parle bien de technologie, Oui. derrière lesquelles on a trop tendance souvent pas à se cacher, mais à se retirer, et qui permettent justement d'arriver à des stratégies de yield management ou de revenu management. Il me semble qu'on est allé un peu trop loin là, c'est-à-dire qu'il faut maintenant remettre un peu d'humanité, de relations, voilà, de fluide dans la communication entre nous. C'est-à-dire que oui, j'entends bien hein, la demande de yield management, c'est complètement normal. Hein, c'est l'évolution logique de toute compagnie qui se respecte et qui veut à un moment donné croître et faire du profit, c'est totalement normal. Ce qui l'est peut-être un peu moins, c'est d'aller vers que la technologie guide la stratégie et pas la relation humaine. Voilà. C'est peut-être des fois les C'est en tout cas ce que vous incompréhensions. ressentez. Oui, c'est les incompréhensions devant lesquelles on se heurte le plus souvent. Enfin voilà. C'est le yield management qui le dit. Oui, enfin derrière le yield management, il y a aussi des gens, il y a des hommes. Donc, La réponse systématique qu'on vous donne, Oui, c'est le enfin, yield management qui le dit. oui, par Hein. exemple, ou c'est la machine, ou c'est la c'est machine. le système. D'accord. Les systèmes ne peuvent pas aller plus loin, peut-être, mais les hommes peut-être. Voilà. Alors, Tatiana et Alors, Philippe. je réponds, puis je passe la parole à Philippe Oui. ensuite. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup investi sur des outils, notamment l'outil TigreWeb, qui est accessible à l'ensemble des agences de voyage, donc qui est quand même très pratique pour gérer 140 000 demandes par an, parce qu'il y a quand même du volume derrière, et ça vous permet d'avoir des réponses, si possible, rapides. C'est en tout cas l'intention, et on va l'enrichir encore en termes de possibilités pour vous de faire un certain nombre de choses qui vont, par exemple, répondre à la problématique que tu soulevais, Michel, sur les changements de date. Ça sera à votre main. Vous pourrez aussi vendre les prépostes acheminement sans passer par un intermédiaire. Et du coup, nous avons 100 personnes aujourd'hui qui sont au service de l'ensemble des professionnels du MICE et des groupes. 100 personnes réparties sur la France. Donc je crois que c'est là aussi le témoignage d'un investissement important qu'Air France met en place sur le marché du MICE et des groupes. Et ces 100 personnes, nous souhaitons justement les réorienter un peu plus, et vous avez raison de souligner ce point, dans la relation humaine, dans la compréhension de votre besoin de flexibilité et dans l'interface derrière avec notre revenu management, de façon à ce que cette relation soit plus personnalisée et soit plus proactive à votre rencontre. Alors, Michel et après Philippe. Non, moi je disais que je suis un peu pessimiste quand même, parce que c'est vrai que la relation humaine, j'entends bien. Le véritable problème aujourd'hui, c'est que les gens qu'on a en face de nous n'ont plus vraiment la décision. C'est-à-dire que les prix des trajets, enfin, sont dictés par le yield management. Il y a des chefs de projet par destination, il y a une salle des marchés, et je ne suis pas certain que vous ayez beaucoup de pouvoir. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas à un moment donné expliquer que voilà, telle opération, elle peut avoir un intérêt particulier. Et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait travailler. Maintenant, je ne sais pas si c'est encore imaginable. Je vous rassure, le revenu management, ce sont aussi des hommes. Et d'ailleurs, le revenu management d'Air Mauritius n'est pas très loin de celui d'Air France. Et ils comprennent quand nous prenons notre téléphone et que nous expliquons en quoi une opération est particulièrement importante et pourquoi elle a besoin ou d'un délai ou effectivement d'un changement de date. Derrière, au contraire, enfin, les liens se resserrent actuellement, et c'est l'objectif aussi de dégager un peu du temps de nos vendeurs qui se dégagent du back-office et qui soient plus dans la relation commerciale. C'est non seulement avec vous, mais c'est pour apporter ces arguments au revenu management et les convaincre effectivement qu'il y a un vrai besoin qu'il faut satisfaire. Donc il y a encore un peu d'espoir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'humanité n'a de sens que si effectivement il y a un minimum de flexibilité et de marge de manœuvre. Sinon, ça n'est que de l'habillage et il n'y a rien d'autre. Donc voilà, c'est tant mieux. S'il y a un peu d'espoir, tant mieux. Philippe.
Bien, alors je peux peut-être pas m'exprimer pour toutes les compagnies aériennes, mais je pense qu'il y a un phénomène de taille qui est incontournable. Et je pense que c'est important d'avoir la technologie pour laisser justement de la place aux hommes. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, hein, on n'a fait que augmenter notre part de groupe, notre volume de groupe au fil des années, tout en réduisant le workforce qui est attaché derrière par 3. On a divisé par 3 les gens et on a augmenté le business tout en améliorant notre réponse. Puisque maintenant, bon an, mal an, on répond à toutes les demandes en moins de 24 heures et bien souvent dans la journée même. Donc ça, c'est le point numéro 1. La technologie, oui, mais en soutien des hommes. Point numéro 2, j'ai toujours pensé que c'était indispensable d'avoir une réponse humaine et justement de laisser aux employés qui ne sont pas des robots la possibilité d'avoir une marge de manœuvre, de pouvoir entendre leurs clients, leurs demandes et puis d'accorder un changement de date pour un des passagers, d'accorder un prix peut-être un petit peu meilleur contre, je ne sais pas, peut-être un changement de vol. Enfin voilà, tout ça, enfin pour nous c'est quelque chose d'important. Et puis en finale, on a aussi, encore une fois, hein, pour Maurice, c'est un milieu qui est assez compact. On a aussi beaucoup de dialogue avec nos partenaires, que ce soit les réceptifs, les hôteliers, qui viennent nous voir bien souvent en disant mais on a besoin de ce groupe pour nos hôtels et puis si on ne fait pas quelque chose de spécial, ils vont aller sur notre destination et pour nous, l'incitation est encore plus forte de faire un effort supplémentaire. Et dans ces cas-là, encore une fois, bon, c'est vrai que Air Mauritius a une taille humaine et c'est très facile pour nous de décrocher notre téléphone et d'appeler notre collègue qui soit à Paris, à Roissy ou à l'île Maurice. Alors, on va aborder un autre sujet. Philippe Fournier en a parlé dans la première conférence. Évidemment, ce qui est arrivé hier avec le Quai d'Orsay, donc qui déconseille 41 destinations. Philippe donnait en exemple, je crois, 2 opérations qui devaient se dérouler au Maroc et qu'il était obligé de rapatrier intra-Europe en tout cas. Évidemment, j'imagine que là aussi, ça complique vos relations avec les compagnies aériennes. Est-ce que les compagnies aériennes sont assez souples quand il faut procéder à ce genre d'opération ou pas? Oula, on va rentrer dans le dur là. Tout dépend déjà si le contrat a été signé, tout dépend du nombre de vols que l'on avait. Alors, en l'occurrence, il s'agissait de 1000 personnes qui venaient d'un grand nombre de destinations différentes pour aller au Maroc, donc c'est un petit peu compliqué. Tout dépend s'il y a des affrètements, etc. Si c'est au dernier moment, là, il y a des négociations, il y a des contrats qui sont signés avec les compagnies aériennes, il y a des clauses, donc tout ça est quand même relativement bien géré de toute façon entre les agences et les compagnies aériennes. Là, on était en amont. C'est pour dans un mois et demi, donc il est clair que la compagnie aérienne, en l'occurrence je crois qu'il y avait pas mal de vols avec vous, ne doit pas être très contente. Enfin, mais je veux dire, la décision du client, elle est comme ça. Après, on va rentrer dans des phases de négociation, de discussion avec là ou les compagnies aériennes, de voir comment rerouter, au lieu de faire un Paris, je ne sais quoi, faire un Paris éventuellement Bruxelles, encore ça va plus vite par le Thalys, mais bon, c'est un autre débat, etc. Ce ne sont pas des choses faciles à gérer, ni pour les agences, ni pour les compagnies aériennes, je veux bien le croire. Oui. La décision, elle vient du client, elle est en général unilatérale, pour des questions diverses et variées. On a beau lui dire, ça risque de vous coûter de l'argent. À la limite, là, je pense qu'on a eu souvent le cas, quand la sécurité est en jeu, tout de moins quand ils pensent que leur sécurité est en jeu, ils vont de toute façon respecter le contrat. S'il y a des clauses de dédommagement à payer, ils vont les régler. C'est un autre débat. Le débat, ce n'est pas tant l'argent dans ce cas de situation, c'est de retrouver de la place. Exactement. Parce que quand on va sur une destination comme Bruxelles en l'occurrence, même si c'est pas loin, c'est pas aussi facile de déplacer 1000 personnes comme ça, comme on le croit, comme on pourrait le croire. Michel, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce fait d'actualité qui peut là aussi avoir une influence sur vos relations avec les compagnies aériennes? Alors, le principal problème, il n'est pas tellement, à mon avis, dans les relations avec les compagnies, puisque effectivement, Philippe vient d'expliquer que c'est assez bordé contractuellement. C'est vrai que quand le Quai d'Orsay
je dirais, publie ce genre de liste, il faut savoir que ça a des conséquences aussi légales, hein, parce que en termes d'assurance, on peut se prémunir, par exemple, d'un risque sur une destination. À partir du moment où cette destination n'est plus recommandée, plus personne ne va vous assurer en cas d'annulation du client. Donc c'est vrai que ça a des conséquences qui sont pas négligeables. Après, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on rentre dans un cycle de turbulence à ce niveau-là qui risque d'être assez important, parce que il y a un nouveau type de terrorisme, si on peut appeler ça comme ça, qui vise très directement le voyageur. Et qui le prend un peu en otage. Jusqu'à présent, il y avait la peur des attentats. Là, on a déplacé maintenant individuellement, les gens peuvent être pris pour cible. Bon, le problème, c'est qu'à mon avis, il y a autant de risques à Paris qu'à Madrid ou à Marrakech. Mais voilà, en attendant, on est dans un secteur où, en tout cas dans le tourisme d'affaires, c'est-à-dire dans le MICE, où les gens n'ont pas forcément besoin d'aller s'exposer, ce qui peut être différent pour les voyageurs d'affaires. Donc c'est sûr qu'on va être dans le risque minimum. Et j'ai peur que ça soit assez compliqué pour certaines destinations à nouveau qui commençaient juste à se relever. Et je ne sais pas d'ailleurs comment les compagnies vont réagir, vont se réadapter. Comment vous interprétez ça ? C'est jamais une bonne nouvelle, ça c'est certain. Et si une destination est vraiment durement touchée de façon assez pérenne, on essaye de réallouer nos avions, de jouer sur les modules, de jouer sur les fréquences, de façon à réagir, à essayer de mettre à ce moment-là nos capacités sur des destinations qui restent conseillées et sur lesquelles on pourra vous proposer des alternatives à ce moment-là pour vos opérations. On essaye de réagir à partir du moment où on voit que vraiment les engagements deviennent préoccupants. Pour finir sur cette thématique et pour finir sur l'actualité, Tatiana m'en excusera, mais donc évidemment l'actualité c'est aussi la grève au sein de la compagnie Air France. Est-ce que vous avez pu vous en tirer un premier bilan au sein de l'ANAE ou pas du tout, Philippe Fournier ? Ça a eu un impact important auprès de vos agences. Alors, comment vous dire ? La grève elle a débuté un lundi, je crois. 3 jours après, nous, on ouvrait un congrès. Il y avait à peu près 8000 personnes qui venaient de toute la France, donc on était super contents. Le standard a explosé, les boîtes email aussi, je pense. Donc, comment voulez-vous gérer ça ? Alors, sur un congrès international, un événement international, c'est un petit peu différent, parce que là, on a des clauses d'annulation des assurances, il y a des moyens, à partir du moment où on ne peut pas atteindre le lieu de la destination, bon, c'était plus facile. En l'occurrence, là, il s'agissait d'un événement franco-français. Et donc, forcément, les assureurs disent, écoutez, s'il n'y a pas d'avion, prenez le train. Voilà. Donc, déjà, vous avez en gros 8000 personnes qui viennent sur une manifestation à Paris, ce qui veut dire qu'en gros, vous en avez bien 5500 à 6000 qui viennent de province, donc de région. Sur certaines qui ne peuvent pas donc prendre l'avion, qui n'ont pas pu le prendre, il a fallu se répercuter sur le train, etc., etc. Donc ça a été un peu difficile. On a eu en même temps aussi, un séminaire, une convention, enfin un petit peu comme tout le monde, sur ces périodes-là. Nous, dans ces cas-là, de toute façon, il est hors de question d'incriminer qui que ce soit. On va essayer de gérer la situation et d'aider nos clients, que ce soit des individuels, des groupes, de rerouter, de les mettre dans le train, d'affréter un avion si nécessaire, etc. En ayant vu en amont avec nos annonceurs ou nos clients qui va payer la facture finale, parce que a priori, ça ne sera pas Air France et ça ne sera pas nous non plus. Donc après, il y a des questions de coûts qui vont entrer en ligne de compte, qui sont considérables. Quand j'entendais Air France perdait beaucoup d'argent par jour, c'est clair. Le SNAV a sorti, je crois aussi, à peu près 5 millions. Dans le MICE, pour l'instant, on ne l'a pas chiffré. Je ne sais pas si on arrivera à le chiffrer, mais c'est clair qu'il y a eu une perte. C'est clair qu'il y a eu de l'argent dépensé, perdu dans le cas de grève. Enfin, ce n'est pas la première fois qu'on a une grève en France. Et bon, voilà, moi, je n'ai pas d'autre chose à dire. Je ne vais pas prendre parti pour ou contre. Je dis simplement que nous devons, dans ces cas de grève, SNCF, Air France ou autres, ou quand il y en a eu sur les bateaux à Marseille, forcément, ça occasionne des centaines, voire des milliers d'heures de travail en plus pour toute la chaîne. C'est l'agence, les prestataires qui sont concernés, parce que l'hôtel qui attend 500 ou 3000 personnes, ou le site de la convention ou autre,
tout ça va être décalé en cascade. Donc tout le monde prend pour son grade dans la filière. Voilà. Et ça, avant de le chiffrer, on n'est pas couché. Mais, donc on a vécu une période très très dure, là. J'imagine que vous aussi. Mais j'imagine aussi très compliqué pour Tatiana. Ça n'a pas dû être simple, évidemment. Pas que pour moi, malheureusement. Oui. Donc, d'abord, je voudrais vous dire qu'on est absolument désolé de cette situation parce que on peut effectivement mesurer très vite à quel point la situation est compliquée pour chacun d'entre vous et compliquée pour chacun de vos clients. Et bien sûr, nous sommes responsables de ce chaos, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement. Alors, on mobilise effectivement énormément d'énergie pour essayer de limiter l'impact de cette grève. Les 100 personnes dont je vous parlais tout à l'heure, les plateaux groupes ont évidemment travaillé les 2 derniers week-ends, vont travailler demain et après-demain. On a énormément renforcé nos équipes qui sont au téléphone, à la fois en face à face avec les agences de voyage et également avec les clients. Mais dans un mouvement de cette ampleur, on n'arrive pas à répondre évidemment complètement aux sollicitations. Donc c'est très frustrant pour tout le monde et c'était une situation très compliquée. Alors on essaye évidemment de reporter au maximum vos groupes. On utilise un certain nombre d'accords évidemment que nous avons avec d'autres compagnies. On se démène pour pouvoir reporter vos groupes ou bien après la grève, ou bien en anticipant avant, ou bien sur d'autres compagnies pendant le mouvement. On est vraiment en ce moment totalement mobilisés sur ce point-là pour essayer de vraiment faire au mieux. Et puis ensuite viendra l'heure des comptes où chacun effectivement pourra apprécier quel a été le préjudice financier auquel il a été confronté. Et puis on regardera ensemble avec les professionnels de l'événementiel, les agences, les tours opérateurs, les groupistes. On regardera au cas par cas et on verra comment on peut trouver des solutions à ce problème. Vous en trouverez, Michel, et puis après Philippe, qui veut dire un mot. Bon, une première remarque d'abord. Je crois qu'il y a un chiffre qui m'a marqué. 2000 pilotes grévistes, 58 000 personnes qui travaillent chez Air France. Donc de là, une première remarque, c'est que ça paraît quand même incroyable que 2000 personnes puissent avoir autant de conséquences sur un plan économique. Parce qu'évidemment, il y a Air France, Philippe a expliqué, pour nous, c'est quand même d'abord un manque à gagner. Nous, à la fonderie, on a reporté des opérations. C'est un surcroît de travail très important et ça pose quand même le problème derrière de la prise en charge des conséquences d'une grève comme celle-là. Alors, politiquement, moi je pense qu'il y a quand même, de la part du gouvernement, il devrait y avoir quand même une réflexion à un moment donné, au-delà des partis politiques, sur des entreprises qui sont stratégiques, comme Air France ou la SNCF, et sans remettre le droit de grève en cause, peut-être une réflexion pour limiter quand même les conséquences économiques. C'est quand même totalement anormal. La France est dans une compétition internationale et on ne devrait pas se permettre, surtout en ce moment, ce genre de luxe, si on peut dire. Et je dirais, ça c'est de la politique et je ne sais pas ce que ça donnera, mais par contre, ce dont je suis certain, c'est qu'il faut vraiment qu'avec Air France, on ait des discussions et avec les organisations professionnelles pour savoir quand même très clairement, dans ce type de situation, quelles sont les responsabilités de chacun, qui prend en charge quoi, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans le flou. Air France nous dit qu'elle va étudier ça, mais le client ne sait pas exactement ce qui va être pris en charge. Nous, on a beaucoup travaillé, nos équipes ont travaillé, donc ça, c'est pas satisfaisant. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai entendu, effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de travail qui est fait de la part d'Air France. Nous, nos équipes sont totalement dépourvues parce que, effectivement, on n'arrive pas non plus à avoir les gens
en ligne, et puis de toute façon, ils n'ont pas de solution, parce Ouais, qu'il n'y en a ouais, pas. ouais. Hein, voilà. Ah Enfin, il y en non, a pas non, beaucoup, on a il quand y en même pas réussi beaucoup. à reporter. Moi, je pense à peu Ouais. plus de 90% des groupes ont pu être reportés sur ou Air France, ou KLM, ou Delta, ou d'autres compagnies. Mais ça reste quand même très compliqué. C'est compliqué, Ouais. c'est long, mais on a un taux de réussite qui est quand même assez important. Alors avec parfois un peu de décalage, 24 heures, effectivement. Mais on a quand même réussi à reporter une grande, 90% des groupes. Ouais. C'est une Pratique. estimation. C'est hein, une François estimation. Xavier. En tout cas, Mais moi, je très dirais large que- majorité. Oui, Ouais, largement. ouais, oui, ouais. oui. Philippe Brieux, vous vouliez intervenir sur ce sujet? Oui, enfin, bon, bien entendu, je peux pas dire grand-chose sur ce qui se passe en ce moment, si ce n'est le déplorer. Mais juste pour donner une petite touche d'humanité et puis d'optimisme, j'espère, juste vous dire que dans ces cas-là, le fait d'être dans le grand métier de la navigation aérienne, ça aide énormément parce qu'on peut compter sur ses collègues. Et ça, vraiment, je voudrais remercier tous nos confrères qui nous aident beaucoup parce qu'on est aussi impactés. Et puis, si je prends juste le petit exemple de l'île Maurice, on a été pas mal impactés par les avions Air France qui ont été déprogrammés. Et à chaque fois, dans la mesure du possible, Air Mauritius a remis une machine pour acheminer les 4 à 500 passagers qui étaient bloqués à l'île Maurice. Voilà. Non, ça me faisait rigoler parce que c'est vrai quand même qu'on a vu la partie la plus détestable du yield management, hein, avec des Paris-Nice à 1200 € sur EasyJet, des hôtels à Roissy qui ont augmenté de 50%. Donc c'est vrai peut-être pour des partenaires qui étaient dans le même groupe, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ça, c'est quand même détestable. Ah, et oui, il y en a qui en profitent dans ce moment-là. Oui, Tatiana, le mot de la fin. Oui, je voudrais quand même remercier aussi d'autres compagnies aériennes, pas forcément partenaires, mais disons des compagnies plus régulières, on va dire, qui nous ont quand même beaucoup aidés aussi pour trouver des solutions. Donc c'est vrai que dans ces moments-là, je dirais que les compagnies aériennes sont assez solidaires et heureusement pour l'ensemble du marché. Bon, on arrive au terme de notre table ronde. Un grand merci, madame, messieurs, d'y avoir participé. Merci beaucoup. Ça mérite des applaudissements, s'il vous plaît. Merci à vous. On se retrouve dans 5 minutes pour la fin de notre après-midi événementiel. On se retrouve tout de suite.